Ces images proviennent de Back to Basics Adventures, une chaîne YouTube animée par Strick, connue pour ses missions de survie en solitaire, son bushcraft primitif et ses expéditions sur des îles reculées. Il s'aventure souvent dans certains des endroits les plus isolés d'Australie, vivant uniquement de ce qu'il peut trouver sur place. Le 9 mai 2025, ce qui avait commencé comme un simple voyage de survie a pris une tournure inquiétante. En explorant, Strick est tombé sur un étrange arrangement de pierres importées. Pensant qu'il s'agissait de vestiges d'un ancien site rituel appartenant à une tribu de chasseurs de têtes, il quitta les lieux avec respect. Mais, de retour au camp, quelque chose semblait anormal. And chips, served with a view. Pretty good, isn't it? Alrighty, let's see how he went with these chips. Man, did you hear that crunch? They've got a bit of a sour aftertaste that almost tastes a little bit like you're not meant to eat them. They almost taste a little bit poisonous, so I might go a little bit easy on them, but there's nothing wrong with that at all. That meat on that long time is actually quite nice. They are riddled with a lot of bones. At the moment behind you guys, we've got one hell of a Mother Nature show going on. The sun's setting, there's birds coming back in. Amazing. So I'm going to smash this food down and watch it all unfold. Ce soir-là, alors qu'il prenait un repas entièrement composé de ce qu'il avait trouvé, il croqua ce qu'il pensait être une pomme de terre, mais remarqua un goût amer et aigre. Il s'agissait en réalité d'une racine de flèche qui peut être toxique. Il s'arrêta juste à temps et se limita à manger du poisson. Someone's outside. I've just heard someone outside. Hello? Hello? Plus tard dans la nuit, d'étranges bruits le tirèrent de son sommeil. En sortant de sa tente, il aperçut quelque chose bouger juste au-delà du cercle de lumière du feu, furtif, mais suffisant pour faire battre son cœur à toute allure. My fire is now going again that I put out hours ago. And I heard footprints straight, unmistakably out the front of my swag that woke me up. And that fire has kicked back off again. So I put that fire out hours ago because it was so smoky. Whew. Oh, there's no way I'm getting back to sleep now. The hairs on my neck are like standing up with chills. I'm just gonna sit out here and see if I hear it again. Oh man. That. Sorry for the language. Plus étrange encore, le feu qu'il avait éteint plusieurs heures plus tôt brûlait de nouveau. En examinant les images de sa caméra de chasse le lendemain, Strick découvrit une séquence montrant quelque chose, ou quelqu'un, s'éclipsant rapidement, juste au moment où il sortait de sa tente. Oh, what a crazy night. I've been trying to think what that noise could have been, like a rational explanation. Maybe it was a big turtle that was swimming in the shallows and came up for a breath. They do a big loud that type of a thing when they come up for a breath. Oh, actually, I set the trail camera up last night. I'm gonna go have a look, see if there's any footage on that. So these trail cameras, they're set up so they will only start filming if two things happen: if there's movement in front of them, or if there is a heat source moving in front of them. So, yeah, we've got me hopping around outside with a torch. It's got me coming outside of the swag here, but oh man, this is the crazy thing. So this starts filming when I reckon I heard the noise, and then, you know, like 10 seconds later, you see me then start turning the torch on and filming inside the swag, and then I come outside. There's no obvious movement, but there must have been, I mean, a heat source or something has triggered this. There's a dead bird
Like this is where I've got my bag and stuff I put down last night, fishing rod. And how did I not notice this dead bird right where all my gear was? Some strange, a bit of a strange feeling about this place, eh? That's weird, really weird. Pas d'identification claire, mais suffisamment pour susciter des questions. Ici, la présence d'animaux sauvages est normale. Ce qui est vraiment troublant, c'est de réaliser que l'on n'est peut-être pas aussi seul qu'on le croyait. C'est à ce moment-là qu'un voyage de survie se transforme en un tout autre type de combat. L'explorateur revient, fidèle à sa réputation de chaîne ayant conquis un public loyal grâce à ses explorations de lieux urbains que la plupart d'entre nous éviteraient après la tombée de la nuit. L'animateur se place volontairement dans des situations qui paraissent presque délibérément dangereuses, et c'est justement ce qui attire son public. Cette fois, son attention s'est portée sur un sentier piétonnier tristement célèbre, récemment devenu le centre de rumeurs locales liées à la criminalité, notamment après les signalements de 2 agressions consécutives. Déterminé à constater les choses par lui-même, il part de nuit, empruntant le sentier de Southways. Dès le début, il est évident qu'il connaît les risques. Peu de temps après le début de sa marche, quelque chose d'étrange se produit. Do you see what I mean? God damn it. There's just a guy hanging up down here with his hood up. Don't really want to instigate trouble, so I put my camera down. Didn't want to, you know. How strange. So we've literally just come down here out of a random night to see what's it all about, and already we've come across a person that's stood down here with their hood up. There's glass all on the floor down here. We walked down to the park. I actually grew up down here. How it's become this bad, I don't know. Yeah, so there's the old orange light. Massive dark spot. If you look up there, it's like daylight, look. We've had one guy looking at, look, he's just over there, look. What's he doing? There's a guy just stood there with his hood up at the bottom of the footpath. Look, you see him? Alors qu'il atteint un tronçon plus sombre du sentier, une silhouette apparaît, immobile, tête baissée, le visage dissimulé sous une capuche. Aucune interaction, aucun mouvement, juste une présence. L'atmosphère devient immédiatement oppressante. L'animateur baisse sa caméra, peut-être pour éviter de provoquer la silhouette, et continue sa marche. Mais cette présence semble le suivre. À un moment, il l'aperçoit de nouveau, plus loin sur le chemin, toujours en train d'observer. Toujours là. De drôles de sons résonnent au loin. Quelque chose dans l'air est étrange. Et plus il reste, plus cette impression devient palpable. En tournant à un coin pour se diriger vers le parc voisin, la caméra capture un autre aperçu de cette même silhouette, probablement le même homme, figé, toujours proche, mais jamais assez pour s'approcher complètement. Ce n'est pas un simple croisement fortuit, mais des apparitions répétées, à chaque fois plus proches. Plus il reste, plus il se sent vulnérable. Finalement, l'animateur décide de battre en retraite. Mais l'expérience continue de le hanter, il n'arrive pas à se défaire de l'idée que ce n'était pas juste une coïncidence ou une rencontre isolée. Alors, la nuit suivante, il revient. Non pas par goût du danger, mais par besoin de confirmer ce qu'il a vu. Était-ce bien réel, ou son esprit lui a-t-il joué des tours? Cette fois, il revient mieux préparé et plus attentif que jamais. The same guys are down here. Holy shit.
down there? Fish. He seems to have disappeared. This is probably a stupid idea. Et une fois encore, la silhouette est là, cette fois encore plus distincte. Tapis entre les arbres, toujours immobile. L'animateur tente de comprendre. Est-ce un voleur en repérage? Un groupe dissimulé dans l'ombre, prêt à tendre une embuscade? Quelle qu'en soit la raison, la peur, elle, est bien réelle. Ce n'est pas une apparition aléatoire. Cela ressemble davantage à un territoire surveillé et protégé. C'est précisément cela qui glace l'animateur. Malgré son retour avec du renfort et plusieurs caméras, rien ne change. Les guetteurs restent cachés, mais jamais loin. Ce que ces images montrent, ce n'est pas seulement un moment effrayant dans l'obscurité, c'est tout un environnement qui a basculé du public au prédateur. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de cette rencontre. La chaîne YouTube Hellbent Holler se distingue non pas par la quête du sensationnel ou par des mises en scène théâtrales, mais par des enquêtes rigoureuses, menées directement sur le terrain, à partir de témoignages étranges et souvent inquiétants issus de la nature sauvage. Spécialisée dans la recherche de cryptides et dans les affaires de disparition, l'équipe concentre une grande partie de ses efforts sur la célèbre région située entre les lacs, un lieu depuis longtemps enveloppé de rumeurs, allant de massacres présumés à des observations de Dogman et de Bigfoot. Cette fois, l'équipe est retournée dans la LBL pour poursuivre ses investigations. Elle est particulièrement fascinée par ce qu'elle appelle la station 16, un site aujourd'hui marqué par les ravages du temps, enfoui au cœur de la forêt, et qui incarne, pour eux, la face sombre et secrète de la région. Let me throw something your way here real quick. We were kind of confused as to why all the bones at Station 16 had disappeared when it looked like it had been cleaned up. I have expected all this to be gone. I did too. Well, here's the deal. Station 16, somebody who's familiar with the park, especially if there's what we think is going on there, they know that exact location. We didn't give any identifying location on this. It's easy to look at the buildings at Station 16 and know where it's at. If you're familiar with the park. If you're familiar with the lane between the lakes, exactly. Yeah. This was just in the middle of the woods and we didn't say where it was at. Le voyage commence par une découverte macabre, une tente abandonnée apparemment déchirée de manière violente, dont l'entrée a été éventrée de haut en bas. Il est évident qu'il ne s'agit pas simplement d'un équipement oublié ou de quelqu'un ayant négligé son installation de camping. La façon dont la tente a été mise en lambeaux suggère une intrusion brutale, non pas par les éléments, mais probablement par une force bien plus puissante ou déterminée.
L'équipe commence à découvrir d'autres indices. Des os éparpillés dans la zone, des morceaux de vêtements, un mouchoir usé qui semblait avoir été posé récemment, et même un sac à main étrangement laissé derrière, en assez bon état. Tous ces détails commencent à dresser le portrait de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, ayant vécu ici un certain temps avant de disparaître sans laisser de traces. That's a handkerchief. Really? Yeah. It's a handkerchief. It's not like somebody came out here. Here's the bathroom. That is a handkerchief. Yeah. It's clean. Really? Yeah, this is not like somebody came out here and used the bathroom, wiped themselves, and left it here. This is like a pocket handkerchief. That is a pretty spotless pocket handkerchief. Yeah, that is It a. has not been out here long. Yep, that is a handkerchief. Yeah, that's not been out here long at all. It's actually decent quality too. Yeah, who? That's odd. Yeah, not a lot of people carry these. Extremely odd. Not a lot of people carry these Look anymore. at the pattern in that. That's pretty decent quality for it. Yep, but not a lot of people carry these anymore. So Let's move down to where we found that abandoned tent at and see if that is still Yeah. here. this is odd. This is odd. À ajouter à cette étrangeté, il y a l'emplacement du véhicule abandonné qu'ils avaient découvert lors d'un voyage précédent. Garé avec les fenêtres ouvertes, il était resté intact pendant plusieurs jours. Bien qu'aucun élément ne paraisse suspect à première vue, le véhicule avait été abandonné à une période où plusieurs habitants locaux avaient apparemment commencé à s'installer aux confins de la LBL, déplacés par une tornade. Ces personnes, souvent négligées et déjà en marge de la société, disparaissaient silencieusement, et avec si peu de surveillance dans la région, personne ne semblait s'en rendre compte. La LBL elle-même est vaste et en grande partie non patrouillée. Les budgets de la police et de l'entretien y ont été réduits à presque rien. Si quelque chose de grave devait se produire dans ces bois, il y a de fortes chances que personne ne vienne chercher. Et c'est précisément ce qui rend ces sites abandonnés plus menaçants qu'attristants. This is where that abandoned vehicle was. So I don't think I included that in the video, but we were down here during that ice storm and there was a vehicle here with the windows down and clearly somebody had left it here. I don't know if they abandoned it or what, but it was still, there was stuff inside of it. We had not seen it earlier. Vehicle was in reasonably good It was shape. in good shape. Had a current tag on it. But the windows were down and the person was just completely gone. I don't think I included that in the video because it was almost too weird. Yeah, we were a little concerned that But then it was left here for the remainder of us being in the area. So that person was just gone, but it was right here where that car was. So obviously if it was abandoned or something happened to that person, the Land Between the Lakes, whoever, you know, does this kind of stuff, obviously found it at some point and got the vehicle out of here. But by that time, they probably assumed that the vehicle was just abandoned and didn't really bother to look into what happened to that person. And you may say, why didn't you guys report that? What are we supposed to report? That somebody parked their car and then wasn't here? You know, I mean, there's not enough people to look into this kind of stuff on the peninsula. That's why when you come here, you're really taking your safety in your own hands because there is nobody coming to help you. There's nobody coming to save you. And obviously, whatever happened to this person, nothing ever came up. Au-delà des indices matériels, les enquêteurs sont à nouveau frappés par un phénomène qu'ils avaient déjà remarqué lors d'une précédente visite. Un grondement régulier et pulsant, semblant provenir de la Terre elle-même. Il se manifeste toujours au même endroit et commence sans prévenir. L'équipe s'arrête pour écouter, confirmant qu'il s'agit bien du même bourdonnement basse fréquence, enregistré auparavant, renforçant l'idée que quelque chose, littéralement sous la surface, pourrait être en cause ici. En s'enfonçant davantage dans les bois, de nouveaux signes inquiétants apparaissent. De grands tas d'excréments recouverts de poils, bien trop volumineux pour provenir de coyotes, laissant supposer la présence d'un puissant prédateur se nourrissant de cerfs. Non pas simplement en charognant, mais en chassant, et pas seulement pour survivre, mais pour prospérer.
Owl pellet? Nope, that's a lot bigger than an owl pellet. That's a whole lot bigger than an owl Yep, pellet. that is some kind of predator's scat that has been rained on, and the other material is gone out of it. But you've That's got a big pile. yeah, that's deer fur. You've got this here. That's deer fur there. This looks like it could be rabbit. You got some really soft and downy fur, and then you've got the real stiff straight fur. That's deer. So whatever this is, before it took a dump here in the path, consumed a deer. That's pretty big for coyote scat. Yeah. Yeah, that is pretty big. Because you have to imagine that's what's left out of it. Yeah. You know, so whatever it was probably like 8 times the size of that. You got the other material. Don't touch it. I'm not touching it. L'équipe ne se risque pas à des hypothèses à voix haute, mais l'implication plane dans l'air. Si ces bois abritent quelque chose d'une telle force, cela pourrait facilement maîtriser un campeur isolé ou un groupe entier. Puis il y a l'élément humain. L'histoire du parc, ses évacuations forcées dans les années 1960 lorsque la TVA a pris le contrôle et déplacé des communautés entières, a laissé derrière elle des ruines modernes, des maisons en ruines et des sentiers envahis par la végétation, des lieux parfaits pour quelque chose à cacher. Que ce soit des cryptides, des individus dangereux, ou simplement le silence de l'abandon, la LBL est enveloppée d'une atmosphère lourde, faite d'histoires oubliées et de responsabilités négligées. All throughout the LBL, you're gonna find things like this. This is just the remnants of somebody's home that used to live here when it was the land between the rivers. In the 1960s, the TVA took over and kicked everybody off the land. There were a few holdouts, but mostly everybody left. But a lot of them were not compensated for their land. They had to leave their family homes behind, and they just fell into disrepair and then finally just rotted away. But all throughout the peninsula, you're gonna find examples of these ruins, basically modern ruins of these homes and these houses and these businesses all throughout. It's just kind of what's left, a little reminder of what used to be here and who used to be here. But these make perfect spots for something to conceal itself. Because you can see this is a huge divot in the land. Yeah. There's a bit of a trail over there in an old roadbed. So if somebody was traveling that, something could easily hide back here and not be seen from that roadbed at all, especially in the summer. À la fin de l'enquête, l'équipe reconnaît que ce ne sont pas seulement les observations ou les légendes qui les troublent, mais le schéma qui se dégage. Les signes récurrents de personnes installant des abris temporaires avant de disparaître. La manière dont les lieux sont discrètement nettoyés. Comment des endroits précis comme la station 16 attirent l'attention sans jamais être officiellement pris en compte. Tout cela laisse penser que la LBL pourrait cacher des secrets non seulement enfouis dans le folklore, mais aussi dans la bureaucratie et le silence volontaire. Comme toujours, partagez vos impressions sur cette rencontre. Le 27 juillet 2025, Théo, le créateur de la chaîne My Name's Théo, a mis en ligne une vidéo qui commençait comme beaucoup d'autres. Il se trouvait à Leadville, dans le Colorado, une ville perchée si haut dans les Rocheuses qu'une simple promenade peut vous couper le souffle. Mais ce qui avait commencé comme une journée d'exploration et de convivialité s'est lentement transformé en quelque chose de bien plus inquiétant. Théo, voyageant à bord de son fourgon Ford E250 de 2001, qu'il avait lui-même aménagé, accompagné de son chat Lars, était rejoint par des amis pour une randonnée promettant de magnifiques panoramas et de grands éclats de rire. Le terrain paraissait abordable, mais l'altitude rappela rapidement à tout le monde à quel point ils étaient haut perchés. How cute is that? He's jogging with a donkey. I thought me and Lars were like a unique pair.
So sick. What's up, guys? My name's Teo, and I travel full-time in my self-converted 2001 Ford E250 with my cat Lars. Right now I'm in Colorado, Leadville to be specific, and I am on a hike with a few friends with this beautiful freaking view. I mean, you can't really beat that. But yeah, we got a lot planned while I'm here. I was in California for a minute, and I just decided to drive down here. We have a lot of fun planned, so can't wait to show you guys some of the stuff that goes on. But yeah, let's get back to this hike. Le groupe progressait sur des graviers instables et des sentiers glissants, porté par cette énergie qui ne naît que lorsque l'on se sent en sécurité et heureux, en bonne compagnie. Lorsque la pluie commença à tomber plus tard, ce fut plus une ponctuation qu'une véritable perturbation, simplement une autre facette de l'expérience. Après la randonnée, le groupe retourna en ville. Plus tard, ils arrivèrent à un nouveau campement. All right, so we just got back from town. We are now on our way to a magical site, apparently, that Riley and Bunny drove ahead to find, and now we're all following them. So apparently it's a great spot. We'll see. Oh, those aren't deer. I'm not sure what those are. Those are rams. Rams? Yeah, 100%. They got the swirly horns. I can't see them. Did a good job, Riley. Yeah, well, it's me and Bunny. You and Bunny, good job. So I think tonight we're gonna do a fire, and yeah, I think that's all we got planned for right now. Ugh. How you feeling, Collie? Good. That's Good? Definitely longhorn sheep. Yeah. Definitely. Beautiful. It's a beautiful area. Yeah. We're gonna do a fire right there. Yeah, around there you are, friend. Majestic. He's gonna cross the road. They're staring at us. Il avait été repéré plus tôt par Riley et Bunny, qui assuraient que c'était l'endroit parfait et au début, il semblait bien l'être. Mais au matin, l'atmosphère avait changé. Le groupe se réunit à l'extérieur de leur fourgon, échangeant des récits de bruits étranges entendus durant la nuit. Ce n'étaient pas les craquements habituels de la forêt ni les appels lointains d'animaux. Il y avait eu des pas, des mouvements, quelque chose qui paraissait volontaire. Aucun d'eux n'avait rien vu, pas encore. C'est alors que Bunny se souvint de la caméra de chasse. Elle l'avait installée la veille au soir sous le fourgon de Riley, dans l'espoir de capturer des images d'animaux sauvages. Peut-être un mouflon, peut-être un renard curieux, mais ce qu'elle avait filmé était bien plus inquiétant. I caught the tail end of it. Are they gonna walk past again? Yep, they just kept walking. Look at those shoes. Those what? Yeah, those are black shoes. Those are sandals. For sandals? Yeah, and those are gray sweatpants. What are they doing? What are they doing? Are they kicking my tire? They're doing something. Dude, and I thought I heard something messing around outside. I did too. See, I don't like that, because I heard stuff last night too, but I was like, I'm not gonna let myself get scared.
We're not staying here tonight, guys. Of course not. Absolutely not. This morning, we all woke up. We all got out of bed. We were starting to make breakfast, and then we were just kind of chatting. And we're talking about how we all were hearing things last night in this very, private area that we're parked at. We were all hearing stuff last night, and it just so happens that Bunny put out a trail cam under Riley's van, pointing at her van last night, because yesterday we saw a group of bighorn sheep, so we were thinking maybe we'll see more critters, squirrels, stuff like that. But as we were talking about us hearing stuff last night, she went to go check the trail cam. There were literally 2 people we saw walking through our camp, and they stayed in our camp, while we were all in our vans. We didn't see them. We all heard stuff, but we didn't see anything. And that is just really creepy, because we are here, literally. Why would someone be in our camp? 2 people at that. We don't know who it was, but yeah, we decided that we're not gonna stay here again. I've seen enough horror movies to know how that turns out. So yeah, we're gonna make breakfast real quick since we're already started, and we're gonna hit the road because this was freaking creepy. À mesure que les images défilaient, leurs soupçons se transformèrent en certitude. 2 inconnus se trouvaient dans leur campement. Ils ne faisaient pas que passer. L'un d'eux donna un coup de pied sur le côté du fourgon de Théo. L'autre entrait et sortait du champ de la caméra, vêtu d'un pantalon beaucoup trop grand et de sandales, apparaissant à plusieurs reprises depuis différentes directions. À l'époque, il n'y avait eu aucune réaction du groupe, car personne ne savait qu'ils étaient là. Pour tous, cette découverte fut troublante. Ces étrangers étaient venus, puis repartis, sans jamais être aperçus. Leurs intentions restaient inconnues. Dans un endroit qui semblait jusque-là sûr et isolé, on ressentait désormais une pointe tranchante de vulnérabilité. Après cela, leurs plans changèrent. Personne ne voulait passer une nuit de plus. Pourtant, il fallait bien préparer le petit déjeuner, et Théo n'avait pas l'intention de laisser la journée commencer dans la peur. Le groupe se réunit, partagea les assiettes et tenta de dissiper ce malaise dans l'air. La nature sauvage avait toujours fait partie du voyage, mais cette rencontre leur rappela que parfois l'inconnu ne vient pas des bois. Il traverse simplement votre campement, en silence, au beau milieu de la nuit. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Le 19 juillet 2025, Yann, de la chaîne Midwest Ghost Hunter, a mis en ligne cette séquence. Connu pour ses explorations en solitaire dans des lieux hantés à travers le Midwest, Yann s'est aventuré au cœur de 2 endroits que les habitants conseillent d'éviter après le coucher du soleil. Sa première destination, Spirit Lake. Tonight, I'm going to be venturing alone into 2 of the most haunted spots in Minnesota. Places where locals refuse to go after dark. First, an infamous haunted lake where an indigenous maiden is said to have drowned long ago. Then I'll step foot into an eerie cemetery, haunted by the chilling ghosts of a little boy and menacing black dogs that guard his grave. Just in front of me is the infamous Spirit Lake, said to be one of the most haunted bodies of water in Minnesota. According to legend, an Indian maiden drowned here many years ago after falling from her canoe. Locals say her spirit has never moved on, and report seeing her ghost gliding above the lake, performing a haunting ceremonial dance. Other reports are hearing eerie chants, distant drumming, and blood-curdling screams echoing across the water in the dead of night. Une étendue d'eau imprégnée de légendes, où l'on raconte que le fantôme d'une jeune amérindienne rôde encore, après une noyade tragique survenue il y a de nombreuses années. Selon le folklore local, la jeune femme serait tombée de son canoë et se serait noyée dans le lac dans des circonstances mystérieuses. Depuis, des témoignages d'apparitions spectrales entourent cet endroit. Une femme dansant au-dessus de l'eau, des tambours lointains, des chants tribaux et des cris résonnant dans l'air nocturne. Bien que beaucoup rejettent ces récits comme de simples histoires populaires, Yann décida de découvrir s'il y avait quelque chose de plus concret derrière le mythe. Il arriva à Spirit Lake alors que la lumière du jour s'éteignait. Il commença son enquête doucement,
scrutant la surface du lac à la recherche d'anomalies. Hello? Is there anybody on this trail here with me? I talked to some of the fishermen out here during the day when I was getting B-roll, and one of them said that he has heard the scream before coming from the lake. And apparently, I guess other fishermen have had their boats break down in the middle of the lake, and then they'll have to have somebody come and tow them, and they'll find that there's nothing wrong with it. There's no reason for it to break down. And I guess people attribute that to the maiden cursing the lake. Let's see if we can see her out in the reeds. Indian maiden, I don't know if you speak English, but my name is Ian, okay? I just want to come and visit you. As you can see, it is nearly a full moon tonight, too. So that should hopefully contribute to any paranormal activity. Ian remarque ce qui semble être une brume lumineuse flottant juste au-dessus de la surface du lac. Mosquitoes are getting me good right now. Whoa. Whoa. What was that? Did you see that? That looked like something. It was hard to make out, but I don't know if I'm just going crazy. It looked like a mist or something floating above the water. I don't know. I don't want to jump to conclusions, but I mean, I could just be going crazy. Maybe I just saw something, but I'm gonna have to look back at that footage. I swear I saw something over there. It looked different from all the other lights. That looked way different. I tried to call out, but I seriously doubt she would hear me from all the way over here. Yeah, boy, it's getting dark fast. Holy moly. I could barely see anything out there now. Well, did I just see the maiden, or was it just something else? I don't know. I mean, the night has just begun, so I'm going to try to make contact with her, see if we can communicate somehow. Hello? Différente des reflets épars des lumières des maisons et des lampes de bateaux, elle n'est visible qu'un court instant avant de disparaître, laissant derrière elle un sentiment croissant de malaise. Peu de temps après, Ian mène une série de séances EVP, parlant à voix haute dans l'espoir de contacter l'esprit de la jeune femme. Au départ, aucun son clair n'est enregistré. Puis, il commence à entendre distinctement des bruits de pas à proximité. All right, I think this way leads to the swimming beach. This lake definitely has an eerie vibe. That's for sure. Even though not much has happened yet. Hello? Try to make sure I don't trip. This is what I'm seeing right now. Just to show you guys, I'm using all night vision. Even the flashlight is completely night vision. That's all the light that's coming from it. Whoa, 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 whoa. What the? I swear I just heard footsteps. Over here. Hello? Is there someone there?
I just heard movement, like footsteps walking through this tall grass. Maiden, is that you? I don't know if you can understand me, but could you show yourself? Whoa, did you see that? That looked like an orb. That was a weird orb right there. C'est comme s'il y avait un mouvement dans l'herbe. Il interpelle mais ne reçoit aucune réponse verbale. Puis, alors que sa caméra à vision nocturne balaie la rive sombre, une sphère lumineuse traverse directement devant son détecteur EMF, lequel commence à afficher des pics erratiques au même moment. À partir de là, l'équipement d'Ian capte de plus en plus de signes. Le détecteur EMF, qui mesure les variations de champs électromagnétiques souvent associées à une activité paranormale, continue de fluctuer. Ce qui le trouble le plus, cependant, ce ne sont pas les appareils ou les réponses discrètes, mais les sensations physiques, des coups soudains sous le quai, des vibrations qui parcourent le bois sous ses pieds, et des bouffées d'air froid qui viennent et repartent par vagues, le tout dans un silence vide et immobile. Les choses prennent une tournure étrange lorsqu'un poisson mort semble littéralement se projeter sur le quai près de lui. Ce poisson n'est pas fraîchement pêché ni simplement en train de frétiller. Il est sans vie, partiellement en décomposition et apparaît de façon inexpliquée, sans aucun avertissement. Ian est visiblement secoué. Il repousse le poisson dans l'eau d'un coup de pied, mais cela ne dissipe pas la tension. Il émet l'hypothèse que si c'était l'œuvre de l'esprit de la jeune femme, cela pourrait être un message ou un avertissement. Après avoir retrouvé son calme, il reprend sa séance EVP, cette fois en utilisant à la fois des équipements thermiques et de vision nocturne. Il tente de poser des questions directes à l'esprit, et bien que les réponses soient pour la plupart non verbales, l'activité autour de lui se poursuit. Le détecteur EMF enregistre à nouveau des pics. Des orbes apparaissent et disparaissent. Chaque nouvel instant est subtil mais intriguant, ce qui renforce l'idée que quelque chose est conscient de sa présence. Tout au long de la vidéo, Ian ne perd jamais son sens du respect. Il reconnaît qu'il se trouve sur une terre sacrée et s'adresse à l'esprit avec douceur. En fin de compte, Ian ne prétend pas avoir prouvé l'existence du fantôme, mais il présente un récit authentique, prudent et détaillé d'un lieu où des phénomènes inexpliqués se produisent bien trop souvent pour être écartés d'un simple revers de main. Il s'agissait encore d'aventures entièrement imaginées, et comme c'était souvent le cas pour lui, le plan était qu'il n'y en avait pas. Ce qui avait commencé comme une matinée libre, sans véritable destination, se transforma en une journée inattendue, au cœur des bois du Kansas, guidée par la curiosité, et finalement par quelque chose de bien plus lourd que ce que quiconque aurait pu imaginer. La benne du camion était encore pleine du dernier transport, et nettoyer une ferme aurait pu être une façon productive d'occuper le temps, mais rien de tout cela ne semblait convenir. Alors, le choix fut simple, prendre la route et laisser celle-ci décider. Finalement, le camion s'arrêta près de l'orée des bois, et les bottes touchèrent le sol sans autre objectif que d'explorer, peut-être trouver quelques champignons, peut-être tomber sur quelque chose d'intéressant. Il ne fallut pas longtemps pour apercevoir les premiers signes de cette aventure. I woke up this morning, I had absolutely no clue what I was going to do today. There was a big vintage car auction way out in western Kansas, but I really didn't feel like driving all the way out there. And it's pretty nice stuff, nicer than what I usually buy. It wasn't like your typical old tree row or field car. There's a lot of really nice stuff that was parked in the barn, so I'm sure it's going to go pretty high. Would have made a neat video, but you know, that's a long drive, that's a long day. And there's only about 30 or 40 vehicles there, so I opted not to go to that. There's a horse and buggy auction today. Well, not horse, just buggy auction today, and horse tack and stuff like that. But I just filmed an auction yesterday, so I was like, you know what, I'm just not in the mood to go film auction. In fact, the back of my truck is still loaded full of stuff that I bought at the auction, so I could have went and emptied that out. I'm working on a farm cleanup right now. I could have done that. There's a unique smell right here. I don't recognize that smell. Sorry, I had a
look a squirrel moment. But I didn't smell it a minute ago, and I smell it now. Can't tell what that is. But anyway, where was I? Oh, I opted not to go clean my truck out today. I probably should have, but oh well. Instead, I sat around for a minute at the house, and finally about 8 o'clock, I said, you know what? I gotta go do something. So I'm just gonna get in the truck, and I'm gonna start driving and see where I wind up. And as I was driving, I decided, you know what? I guess I'm gonna go exploring. Mushroom season's a long ways off, but I'm kind of scouting new areas for hunting for morel mushrooms. In addition to that, I'm hunting for treasure. You never know what you're gonna find out in the woods. There might be some oysters or other types of mushrooms growing right now. So anyway, I have no clue what we're gonna find out here in the woods, but I guess you're gonna ride along with me and we're gonna have an adventure together. There's the first mushroom of the day. They're in pretty sad condition. I doubt they're anything good to start with. I don't even know what those would have been. They're so far gone, can't even tell. Pretty rough. Comme autrefois, des champignons séchés au soleil marquèrent le début. Puis vint une dispersion d'os d'animaux. There was a bone. You know, I don't have anything else I'm picking up today, so I guess what I can do is go ahead and start saving some bones. People buy this sort of stuff, and I usually just leave it laying in the woods, but you know what, why not? I'll go ahead and pick it up today. I'm not really picking anything else up. There's a vertebrae. Guess we'll save that too. See here, I think I have a mesh bag in my backpack. Yep, right there it is. Okay, that'll work good. In fact, I think I'm gonna go ahead and put the drone in the backpack just so I can carry it a little bit easier. These lingerie bags are sure handy for putting just about everything in. I've harvested plants, I've harvested mushrooms, I put cool stuff like this in them, you name it. I've even picked up tin cans, or not tin cans, aluminum cans before. There we go. All right, the treasure hunt has begun. Also, I was going through some of the stuff. I still haven't gone through all my boxes of stuff since we moved, and I was going through everything, and I found this right here. That's my buck knife. It's a real nice one that I bought, I don't know, years ago, probably 10 years ago, and I carried it with me for a while, and then it got put somewhere in the old house, and I found it while we were moving, so I stuck it in a box, and then I found it again the other day. Any mushrooms that I do find today are going to be the bigger variety that I'm going to need a bigger knife for. Rien de frais, seulement des souvenirs usés du cycle de la vie ici. De là, la marche s'enfonça plus profondément dans les bois et se rapprocha du rivage d'un réservoir désormais fortement réduit. La ligne d'eau, autrefois haute et familière, s'était retirée loin, révélant une large étendue de terre argileuse et fissurée. Par endroits, cela ressemblait presque à un paysage lunaire, parsemé de bois flottés blanchis par le soleil, de déchets oubliés depuis longtemps et des empreintes de cerfs, de ratons laveurs, de coyotes et d'humains. Finalement, le rivage céda de nouveau la place à la forêt. Les arbres griffaient le ciel au-dessus d'un lit de ruisseaux asséchés et le sol de la forêt n'offrait que quelques champignons. Pas de ceux qui étaient comestibles, pas aujourd'hui. Mais alors, l'atmosphère changea. What in the world? There's a big buck laying on the ground over there, a huge buck. I bet a hunter shot him. And of course I'm wearing a butt-colored shirt. This is not ideal, guys. I've got a bright orange hat on. That's a trophy right there. Yeah, I hope I'm not ruining somebody's hunt. I'm going to retrace my steps and get out of here. So what I did is I got a hold of a deer hunting friend of mine that has a deer tag. I'm just going to leave so he doesn't freak out. Let's go over here. I'll walk down here. But anyway, I got the GPS coordinates and I sent them to him. I don't know if that's the ethical thing to do or not, but I hate to see that guy just lay there like that. Watching him lay there and suffer is just, man, I'm getting out of here because he's still freaking out. Okay, I got away from the buck and got calmed down a little bit because, I mean, I know it's a cycle of life and all that, and part of me is just like, let nature take its course, but at the same time, it's like humans probably cause it. I don't know that for sure. He might have just broke his leg or something, but he's really not getting up. So I'm guessing he got a spine shot or something like that. And so he can't move his back legs at all. And so humans cause that. And so I feel obligated as a human to help rectify that situation. And so I got a call in to the game warden and see what he says. Nobody answered, but if they call me back, I'll let them know. I'll send them the GPS coordinates. I don't know if it's legal for another hunter to come and get that or what the deal is. I'm not a hunter. I don't know what to do in this situation. This is a first for me, that's for sure. So I don't know. So hopefully the game warden will know what to do. I thought I heard some noises out in the field back behind me, so I've been whistling and yelling, but I thought maybe some hunter's trying to find it, but I don't know. It probably happened yesterday or early this morning and they gave up and can't find him. I don't know. It's just a stressful situation. I don't even know how much of this I'm going to put in the video. Allongé, immobile dans l'herbe haute, se trouvait un cerf, un gros.
Il n'était pas mort, mais il ne bougeait pas non plus. Quelque chose n'allait pas, très mal. Pas de traces de sang, pas de blessure apparente à première vue, mais le cerf ne pouvait pas se relever. Il ne faisait que tressaillir et rester là, paniqué et impuissant. Le premier instinct fut de s'éloigner et de laisser la nature suivre son cours. Mais cela ne semblait pas naturel. Cela semblait humain. Et si c'était l'œuvre de l'homme, alors peut-être qu'un humain devrait essayer de réparer. Un appel rapide fut passé au garde-chasse. Heureusement, il était à proximité. Ils convinrent de se rencontrer. Et bientôt, les détails commencèrent à s'aligner. Le cerf n'avait pas été percuté par une voiture. Il n'y avait pas de route assez proche pour cela. La saison de chasse à l'arc était ouverte, mais ce n'était pas une blessure par flèche. Après enquête, le garde confirma le pire. Le cerf avait été abattu avec un fusil. Braconné. Quelqu'un avait tiré là où il ne fallait pas, pendant une saison où il ne fallait pas, et avait probablement perdu la trace de son animal blessé. Maintenant, au lieu d'une récolte propre ou d'un tir manqué, il n'y avait que souffrance. Le cerf serait récupéré comme preuve. La viande, peut-être récupérable, peut-être pas. Les bois, si personne n'en revendiquait la propriété, la loi permettait qu'ils finissent entre les mains de celui qui l'avait trouvé. Mais ce n'était pas là l'essentiel. L'essentiel était que quelqu'un avait essayé de prendre un raccourci et avait laissé un désordre que d'autres devaient nettoyer. Pendant un moment, la joie de se promener dans les bois céda la place à la frustration. Mais il ne laissa pas cela gâcher sa journée. Quand le soleil commença à descendre, le sac contenait un mélange modeste d'os et de quelques petits trésors. Rien de majeur, mais une histoire quand même. C'est ainsi que se déroulent ces aventures. On ne sait jamais ce que l'on va trouver. Parfois, ce ne sont que des canettes en aluminium et des empreintes de ratons laveurs. D'autres fois, c'est une leçon sur le fait de faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas votre désordre à réparer. Qu'il s'agisse d'une bonne aventure ou d'une mauvaise, c'est toujours une aventure créée de toutes pièces. Ce premier incident a été documenté sur la chaîne Love Sundays, qui partage habituellement des aventures calmes en van en solo et des campings pittoresques à travers le Royaume-Uni. L'identité de la personne qui filme n'est jamais révélée, mais ce qui s'est déroulé une nuit en Cornouailles ferait réfléchir quiconque avant de dormir seul dans un van. Ce qui avait commencé comme une soirée tranquille a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus inquiétant. Ce n'était pas seulement un simple coup entendu à la porte, quelqu'un tentait réellement de forcer l'entrée. They literally tried to get in the van. But before we get to that, let's find somewhere to stay the night. La vidéo commence comme tant d'autres, par la recherche d'un endroit où passer la nuit. Le van avance silencieusement le long des étroites routes cornouaillaises, avant de s'arrêter dans ce qui semble être une petite aire de stationnement reculée au bord de la route, avec une signalisation peu claire et des restrictions vagues. Le genre d'endroit qui pourrait éveiller les soupçons, mais qui ne suggère pas immédiatement un danger. C'est calme, vide, immobile. Et pendant un moment, cela semble être l'endroit parfait pour disparaître le temps d'une nuit. This will be the last bit of daylight I'll see today. Alors que les derniers rayons de lumière disparaissent, une subtile transformation de l'atmosphère se fait sentir. Les ombres s'allongent sur les vitres du van. Les stores sont tirés avec soin, plus par précaution que pour le confort. Il est clair que l'objectif n'est pas de se détendre, mais de rester discret. Chaque mouvement, chaque décision est calculée. Les lumières restent éteintes. Le lit demeure à moitié monté. Même le dîner est préparé en silence, les portes fermées à clé pour ne pas attirer l'attention. If this is too much, it will go off. I've also cracked the window at the front just to let some of the heat out, but I have no idea why I chose. La chaleur commence à s'accumuler à l'intérieur. L'air devient lourd et même des tâches simples comme faire bouillir des pâtes deviennent un défi. Pourtant, le campeur préfère la sueur et l'inconfort à toute visibilité. C'est plus sûr ainsi. Une fenêtre entrouverte laisse échapper un peu de chaleur, mais permet aussi au son de se propager plus facilement, un détail qui aura son importance plus tard. Pour l'instant, la nuit reste innocente. Un dîner en solo, une petite promenade,
Une plaisanterie sur le fait d'être repéré en train de se promener avec un repas à la main. Mais bientôt, le ton léger allait disparaître. I am going to go outside though just to check to see how well the blackout curtain's working. I don't have all the lights on in here if you can see any form of light peeking out through the curtains. Le soleil étant désormais couché, le campeur sort brièvement pour vérifier l'efficacité des rideaux occultants. Il fait presque complètement noir. Presque impossible de voir le van à moins de savoir exactement où il se trouve. C'est justement le but. Être invisible est la seule forme de protection. Quelques instants plus tard, les verrous de la porte se referment avec un clic et la caméra capture le rituel du soir. Les clés à portée de main, une tenue confortable pour regarder un film et un souhait silencieux de passer une nuit sans encombre. I just heard something outside. Mais ce vœu ne dure pas. Surgissant de nulle part, un coup sec brise le silence, puis un autre, un type de coup qui n'est pas curieux mais volontaire, agressif. Quelqu'un est dehors, près du van, et il ne se contente pas de frapper. Il essaie la poignée. My heart was pounding then. I mean, they were either trying to move me on or trying to break into the van. Either way, not pleasant. I'm not moving. I'm probably not going to sleep now though. La vidéo ne montre pas ce qui se trouve à l'extérieur, mais ce n'est pas nécessaire. On peut entendre l'adrénaline dans la respiration du campeur. Une décision est prise. Rester silencieux, ne pas bouger, et prier pour que la personne s'éloigne. Ce coup n'était pas un hasard. Ce n'était pas un passant aléatoire. C'était quelqu'un qui testait la porte, essayant d'entrer. Qu'il s'agisse d'un vol ou simplement d'intimidation, peu importe. La peur qu'il a provoquée était bien réelle. Même après leur départ, la tension ne disparaît pas. Le campeur vérifie dehors avec prudence, parlant d'une voix encore secouée par ce qui vient de se passer. Un poteau en métal apparaît brièvement, ultime recours heureusement inutile. Mais la menace reste, et l'incertitude aussi. Ont-ils été repérés plus tôt? Quelqu'un surveillait-il le van depuis le début? Impossible à dire. Morning. Morning. That looks good. Going home for that now. That knock last night could have been a number of things. It could have simply been somebody trying to break into the van. It does look like a builder's van kind of from the outside, so they might have been trying to break in and get some tools, but then if that was the case, then they probably wouldn't have just tried the doors. I tried to be really stealthy and not let anyone know that I was staying in it, but you know, maybe it's the roof deck that gives me away now. Le matin finit par arriver, apportant avec lui un étrange sentiment d'ironie. D'autres vannes sont apparues, garées nonchalamment à proximité, leur toit relevé comme si cet endroit avait toujours été sûr, comme si rien ne s'était passé. Mais pour la personne dans ce van, le sommeil n'est jamais venu. Pas vraiment. La peur de la nuit précédente flottait dans l'air comme un brouillard, plus pesante qu'une couverture. Le coup pouvait être anodin, disent-ils. Mais au fond, il y a ce sentiment indélébile que ce n'était pas innocent, que quelqu'un a délibérément tenté d'entrer. Le campeur se demande si l'apparence du van le faisait paraître inoccupé, comme une cible. Ou peut-être qu'il ne cherchait pas seulement des outils. Peut-être que quelqu'un savait qu'ils étaient à l'intérieur. Dans tous les cas, cela a changé quelque chose. So if you're going to take anything from this video, and you're planning on camping in your van at the side of the road or anything like that, just take this one thing away. When you've packed up and you're ready to go, just make sure that the parking space that you're in is as clean, if not cleaner, than when you arrived. Leave no trace. Avant de ranger le van, il reste un dernier rappel. Ne laissez aucune trace. L'eau de la veille est vidée dans les toilettes. Aucun indice n'est laissé derrière. Mais l'empreinte psychologique de cette nuit-là, la peur, le bruit, l'incertitude, ne disparaît pas si facilement. Elle vous suit. Elle vous fait repenser chaque décision, chaque bruit,
chaque coup frappé à la porte. You were lovely, apart from the fright I had. Et même si le campeur plaisante avec le lieu, le qualifiant de charmant malgré la frayeur, il est clair que ce n'était pas une simple nuit sur la route. C'était une rencontre de près avec quelque chose de réel, quelque chose qui nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables lorsque nous dormons seuls, derrière des parois fines, sans personne à proximité pour venir en aide. Il y a environ 2 jours, la chaîne YouTube La Patrona Extreme Adventures a publié une vidéo qui est rapidement devenue l'une des plus troublantes de leur catalogue. Connue pour explorer certains des lieux les plus dangereux et mystérieux de leur région, l'équipe a décidé de s'aventurer profondément dans une zone de la Montaña de la Muerte, la montagne de la mort, qu'ils osent rarement explorer. Cette partie de la montagne a une réputation sombre. Les habitants parlent de bruits étranges, de bétail disparu et de signes d'une créature insaisissable qu'ils appellent Patton, décrite comme un être immense et puissant, rarement aperçu, mais souvent ressenti. Aquí nos encontramos una vez más en esta área donde siempre hemos mirado mucho patón. Vamos a empezar a caminar, vamos a ir. Esta vez vamos a caminar hacia el sur. Es un lugar donde pocas veces hemos ido, pero es donde siempre se escuchan todos esos gritos de patones. Hemos llegado, sí hemos ido, pero hemos llegado nada más como hasta la mitad. Ahora queremos avanzar un poco más. Sí. Sí, nos llama mucho la atención de que siempre como que nos hacen para ese lado los patones. Esta montaña tiene mucho patón. Estamos sorprendidos con todos los que hemos mirado. Vamos, aventureros. Vamos, Tania. Le voyage commença dans une inquiétante immobilité. La forêt était étrangement silencieuse. Même pour une équipe aguerrie, habituée aux conditions tendues, ce silence avait quelque chose d'oppressant. Ils avancèrent le long de sentiers étroits recouverts de feuilles, chaque craquement sous leurs pas résonnant de façon anormale dans l'air immobile. Les premiers signes de perturbation apparurent rapidement. De profondes entailles marquaient plusieurs troncs d'arbres, comme si quelque chose doté d'une force considérable et de griffes avait lacéré l'écorce. L'équipe supposa qu'il pouvait s'agir de marques territoriales laissées par Patton, bien qu'aucune preuve définitive ne puisse l'attester. Puis l'expédition prit une tournure plus sombre. De grands ossements étaient éparpillés sur le sol de la forêt. Tania. Está muy inclinado aquí. Mira, Tania. Aquí hay unos huesos, pero están más grandes, mira. Ay. Chequea. ¿Dónde? Ay, no, qué pasa. ¿Será un venado? No, está muy grande. Mira este aquí. Hay muchos de Tania. Mira, ahí está otro. Ahí está uno más, mira. ¿Dónde? No, acá está otro. No, aquí está. Ese aquí, mira. Un venado. No, está muy grande, mira, allá está otro. Esos son muy grandes. Esos son de un animal más grande. Oye, eso. Mira. Eso parece de aquí. Tania. De aquí de la cadera. ¿Serán de ese humano? hueso. Mira que hay un freal de costillas también, mira. Au début, le groupe pensa qu'il pouvait s'agir d'ossements de cerf, mais une inspection plus attentive révéla qu'ils étaient bien trop grands. L'agencement ne ressemblait en rien au reste d'une mort naturelle. Des cages thoraciques gisaient fendues et tordues, et ce qui semblait être des os pelviens était partiellement enfoui sous les feuilles. La tension monta d'un cran lorsqu'ils découvrirent quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Un crâne humain, avec des dents encore intactes, reposant dans la terre.
L'os n'était pas assez usé pour être là depuis de nombreuses années. La taille du crâne laissait penser qu'il avait peut-être appartenu à une personne plus jeune, peut-être un adolescent. Le groupe échangea des regards inquiets mais prit clairement la décision de ne rien toucher. À la place, ils notèrent les coordonnées afin de prévenir les autorités dès qu'ils atteindraient une zone avec du réseau téléphonique. Son de humano. Sí, son de humano. José. No hay que tocar nada, no toquen nada. Vamos a tener que hablar a la policía. Mira. Tania. José ya los saben, mira. Son los primeros. Ya. Y seguimos caminando para allá. Seguimos caminando para allá. Vamos a encontrar más, sí. Mira, acá está otro, Tania. Acá está otro, mira. Fíjate, es que esto a mí se me hace... Tania. Wow. Mira. No se acomoda esta cámara. Acá están los dientes, mira. Creo que es de hace muy poco este. Sí, lo devoró un patón, mira. Ahí están los dientes. Ese no lo había visto ahorita. Alors que le choc de la découverte semblait ne pas pouvoir être pire, ils trouvèrent d'autres restes éparpillés à différents endroits le long du même sentier. Des cages thoraciques partielles, des os de jambes et de plus petits fragments. La répartition des os suggérait soit que le corps avait été déplacé après la mort, peut-être par des charognards, soit que plusieurs incidents avaient eu lieu dans la zone. La possibilité que ce soit le site d'un crime violent commença à peser lourdement sur chacun d'eux. Pendant tout ce temps, le silence anormal de la forêt persistait. À de rares occasions, il percevait un léger bruissement au loin qui s'arrêtait aussitôt qu'il tournait la tête dans sa direction. Impossible de dire si ces sons provenaient d'un animal, d'une personne ou de toute autre chose. Mira, acá hay más. Sí. No, si seguimos caminando para allá vamos a encontrarlos todos. ¿Sabes qué? Vamos a tener que hablar a la policía. Agarra la locación. Agarra la locación y hablamos. ¿Qué fue eso? Vamos para allá. No dejo de pensar, José. Ya le tomé foto. Au final, ils prirent la décision d'écourter l'exploration, ce qui ne fut pas difficile. Il ne s'agissait pas d'une simple structure abandonnée ni d'un bruit étrange dans la nuit. C'était potentiellement une scène de crime, et se retrouver au cœur de la montagna de la Muerte, sans issue immédiate, rendait le danger bien réel. L'équipe fit demi-tour, scrutant constamment les arbres derrière eux, notant que le sentiment d'être observé ne faisait que s'intensifier à mesure qu'ils retroussaient leurs pas. De retour dans un lieu plus sûr, ils expliquèrent qu'ils avaient affronté de nombreuses situations étranges et inquiétantes au fil des années, mais que découvrir ce qu'ils croyaient être des restes humains était d'un tout autre niveau. Ils reconnurent que même si une partie de leur mission consiste à percer des mystères, il existe des moments où le meilleur choix est de se retirer et de laisser les professionnels gérer la situation. Mise en ligne le 8 août 2025,
la chaîne Urban Ghosts Urban Exploration a emmené ses spectateurs dans une expédition bien différente de la plupart de leurs enquêtes paranormales. Une aventure qui allait mettre à l'épreuve à la fois l'endurance et l'émotion. Leur mission ? Atteindre l'épave d'un Cessna 414 qui s'était écrasé au cœur de la nature sauvage des décennies auparavant, coûtant la vie à 2 personnes. Dès le départ, le voyage s'annonçait intimidant. Avec une météo imprévisible qui se refermait rapidement et peu d'occasions de tenter l'ascension, ils décidèrent que ce serait le jour gilaire et effrayant en altitude, mais le sentier qui les attendait n'avait rien d'accueillant. Made the trip finally got a day that the weather is going to be in our favor, hopefully. There's a kind of a bad cloud, but if we were going to do it, we'd have to do it today, otherwise we don't get another chance for like weeks. The weather's rolling in from down south, so it's been crazy. So we're here to find this abandoned plane crash and also enjoy this crazy view of all these mountains and stuff. It's gonna be really cool. The trail itself is really awesome, but we're here to find this plane crash. It's so cool. You gotta show the mountains. Turn the camera on. I gotta show you the mountains. I can't deny you the view, I suppose. And supposedly there's a few crashes out here. I'd like to find more. So I don't know how to find the information on those, but this one is heavily photographed. Man, the air up here is so clean. It's definitely awesome. So, and it's sort of playing at being really cold, but also being really hot, depending on where the clouds are. So I'm taking the risk and not bringing a sweater. But I will say, at least it's not raining right now. Hopefully it doesn't. But this trail is supposed to be not for the faint of heart. And then the trail we're supposed to go on to get the airplane is even more not for the faint of heart. So I think right now we're at 5,800 feet above sea level, and when we get up there it's supposed to be like 6,000. 6,000. That's gonna be crazy. À mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les montagnes, de rares marqueurs devinrent leur seul repère. Des balises jaunes et des traces de peinture bleue délavée les guidaient à travers une végétation dense et luxuriante. C'était magnifique, mais aussi épuisant et parfois désorientant. Plus ils avançaient, plus le terrain devenait traître. Des falaises abruptes, des passages étroits et des pentes glissantes transformaient chaque pas en un calcul minutieux. À un moment donné, une mauvaise direction les mena droit dans un nuage d'abeilles. Un rappel brutal de la sauvagerie et de l'isolement du lieu. Pourtant, malgré les obstacles, ils poursuivaient leur route, sachant que l'épave se trouvait quelque part devant eux. We're walking into frickin' space. Oh, anyway. This is awesome. Well, it is cool. It is really cool. There's another trail. Oh, look, there's a fence. What's that all about? That's another trail. I don't know. Want to see what it is? Yeah. Oh, those have thorns on them. And I just grabbed it with my... Yeah. I just grabbed it with my hand. Oh, it must be some kind of vent or... Oh god, there's a lot of bees, oh god. What? What? We're surrounded by bees. Oh, we are surrounded. The trail goes up in there too. And so this must be like some kind of vent or something. I have no idea. It is. It's a square thing, but see there's like a pipe. It's probably just like for utility purposes, plumbing and stuff. Yeah, maybe. Anyway. Yeah, let's get out of the bees. Let's get out of the bees. Lorsqu'ils aperçurent enfin le panneau indiquant le site du crash, un soulagement immédiat les envahit, mais il fut vite remplacé par une réflexion plus sombre. Devant eux reposaient les débris tordus du Cessna, figés à l'endroit même où il s'était écrasé au début des années 1980. Recouvert par endroits de mousse, vandalisé à d'autres, le fuselage se dressait comme un mémorial silencieux. Des morceaux d'ailes, l'ossature intérieure et des débris éparpillés s'étendaient bien en contrebas de la colline. Les moteurs avaient disparu depuis longtemps, récupérés peu après l'accident,
mais une grande partie de la structure demeurait intacte, une photographie figée de la tragédie. Debout au milieu de l'épave, l'équipe ne pouvait s'empêcher de penser aux 2 vies perdues ici. D'autres visiteurs avaient déposé des fleurs, un hommage simple mais émouvant. L'ambiance passa de l'excitation au respect silencieux, tandis qu'ils exploraient les lieux, observant combien des dommages venaient de l'impact et combien du temps. Look at this. Wow. Just almost fell all the way down. People have brought flowers out here and stuff. You almost fell all the way down? Yep. Be careful. How cool is this? Pretty cool. I feel it makes me sad though if people died. Yeah. Well, yeah. It's definitely a sad situation, of course. Man. This is wild. To be very careful. It's insane how this would have come down. So the only thing they took were the engines. That's the only thing they felt was cost effective enough to salvage. Wow, it goes all the way down the hill. Whoa. This is so cool. Right here is where it all ended. For 2 unfortunate souls. Oh, someone put flowers in there though, that's nice. I know. It's very sweet of them. So basically these would have been where the engines were and they salvaged them. Yeah. Great for photography, right? Yeah, if you have the right lens, damn it. Avant de partir, ils décidèrent de réaliser une courte séance nécrophonique, davantage par curiosité que dans le cadre d'une enquête formelle, veillant à rester respectueux. Des voix se firent entendre faiblement, l'une semblant dire « plein », une autre « live » et même « peint ». Qu'il s'agisse de réponses réelles ou de pareidolie, l'atmosphère à ce moment-là était lourde, comme si l'air lui-même se souvenait. Le chemin du retour restait encore à parcourir, et la lumière du jour déclinait. Avant de s'éloigner, ils jetèrent un dernier regard à l'épave, reconnaissant à la fois son intérêt historique et le coût humain qui y était attaché. Just from a plane enthusiast standpoint, this is really neat, but also you do have to take into consideration that lives were lost here. This is a memorial at this point, you know. Yeah. And they were almost to their destination. That just goes to tell you, goes to show you that you just never know when your time comes. Your time comes. Right. You know. That's why I harp on everyone to follow their passions and their dreams. Is you just never know. You just never know. No, don't waste your time. You know, being miserable because Right. there's so many opportunities. You know, and I imagine these 2 gentlemen took off and on a normal day, and felt perfectly fine. And unfortunately, it did not end well. Their story ended here. So sad. It is. It is. You just never know. Alors qu'ils redescendèrent la montagne, ils réfléchissaient à la rapidité avec laquelle la vie peut basculer, à la manière dont 2 pilotes, probablement en vol de routine, n'avaient jamais atteint leur destination. Pour Urban Ghosts, Urban Exploration, il ne s'agissait pas seulement d'atteindre un site rare et fascinant, mais d'un rappel de la raison pour laquelle ils explorent, se connecter avec l'histoire, raconter les histoires laissées derrière et encourager les autres à profiter de chaque instant tant qu'ils le peuvent. Le site du crash peut être caché dans les montagnes, mais pour ceux qui entreprennent l'ascension, il laisse une empreinte impossible à oublier. Cassandra est surtout connue de ses abonnés sur TikTok pour ses aperçus légers de sa vie quotidienne. Son contenu n'avait jamais abordé quoi que ce soit de troublant, ce qui rend une nuit en particulier si mémorable. Il était environ 3 heures du matin dans sa cabane,
lorsqu'elle fut brusquement réveillée par des bruits inhabituels venant de l'extérieur. Au début, elle ne parvenait pas à identifier le son. Un mouvement faible et irrégulier se mêlait à ce qui ressemblait presque à quelque chose frottant contre du bois ou du métal. La curiosité se mêlait à un malaise qui l'empêchait de se rendormir. Se glissant hors du lit, elle regarda par sa fenêtre dans l'obscurité au-delà de sa clôture. C'est alors qu'elle le vit, ou du moins, crut-elle le voir. Une grande silhouette ombragée semblait se tenir juste au-delà de la limite, immobile, mais dégageant pourtant l'impression d'être consciente de sa présence. Le portail voisin oscillait doucement, comme poussé ou secoué. La faible lumière ne permettait aucune précision. Elle saisit son téléphone, alluma la caméra et commença à filmer, peut-être à la fois comme preuve et pour se rassurer. Décidée à mieux voir, Cassandra s'approcha de la fenêtre, sa caméra capturant les contours tremblants de la scène. Mais alors qu'elle essayait de se concentrer, la silhouette sembla disparaître. À sa place, presque de manière absurde, se tenait un chat. Puis, alors qu'elle commençait à assimiler ce changement, un coup frappé fort et délibéré résonna à sa porte, le bruit soudain brisant le silence inquiétant et faisant battre son cœur à tout rompre. Dans une mise à jour ultérieure, Cassandra expliqua qu'elle avait immédiatement appelé la police. Leur réaction fut décevante. Ils passèrent devant sa maison sans s'arrêter, rappelant plus tard pour dire qu'ils n'avaient en vue personne. Pour elle, c'était une occasion manquée de surprendre celui ou ceux qui avaient été là. Les spectateurs qui analysèrent la vidéo remarquèrent des détails étranges. Certains affirmaient que la silhouette sombre semblait avoir des protrusions semblables à des cornes. D'autres se concentraient sur le remplacement inexplicable par le chat. L'idée qu'une figure menaçante disparaisse pour être remplacée par un animal suggérait soit un canular très élaboré, soit quelque chose de bien plus étrange, possiblement surnaturel. Des théories de change-formes émergèrent rapidement. Si les sceptiques penchent l'un pour des plaisantins locaux ou quelqu'un tentant de l'effrayer, la transformation brutale et la réaction authentique de Cassandra lors de son récit donnent à l'événement une crédibilité troublante. Si cela avait été un canular, il sortait totalement du style et du ton habituel de ses contenus. Que ce soit l'œuvre d'un harceleur, d'un groupe de farceurs audacieux ou de quelque chose d'inexplicable, une chose est sûre. Cet incident l'a suffisamment secouée pour qu'elle décide de le partager avec le monde. Que penses-tu de cette rencontre? Partage ton avis. Cette publication a estompé la frontière entre une aventure extrême et une véritable histoire d'horreur. Au cœur silencieux d'un canyon isolé, l'animateur de Rugged Road Explorers pénètre dans un lieu où la pierre parle sans mots. Ici, le langage est ancien, et à seulement 1 mile de là, il avait déjà découvert un ancien observatoire, un cercle de pierres alignées selon le mouvement du soleil. Maintenant, en examinant ce panneau de symboles, il soupçonne qu'ils font partie du même système, un message codé laissé par le peuple fromont, attendant d'être déchiffré. In this remote canyon, the stone speaks, not with words, but with symbols, spirals, lines, a lone figure,
It's more than just rock art. 1 mile from here, I found an ancient observatory, a circle of stones aligned with the sky. And I believe that this glyph is part of that system. A message, a coded message. But can we figure it out? I'm out for a hike and I'm just checking out walking around the base of these canyons. Always before I've been coming in from the top, but I thought I would try this, and it seems pretty cool because right here is a ruin, and it looks like there's another one back over here. So we'll check them out, and wow, can't believe how easy this is. So it looks like to get up to this one, I've got to go up this log here, which is pretty cool. Au lieu d'arriver par le sommet comme lors de ses visites précédentes, il approche depuis le fond du canyon. Peu après le début de la randonnée, une ruine se dévoile, partiellement cachée contre la paroi rocheuse. Une simple montée sur une bûche appuyée contre la roche le conduit à une corniche, où 2 structures anciennes se tiennent côte à côte. La première semble avoir été une habitation. Une partie aurait pu être un petit grenier, la bassine peu profonde et le sol rocheux suggérant un endroit où l'on stockait de la nourriture. Les roches effondrées montrent que la falaise a bougé au fil du temps. La disposition des pierres laisse entrevoir que les murs s'étendaient autrefois davantage vers l'extérieur, dans l'espace ouvert. Pretty easy to get up, and this just looks to be a little granary. En progressant le long de la corniche, les traces d'intrusion modernes sont difficiles à manquer, des impacts de balles marquant la roche. Puis son attention est attirée par quelque chose de bien plus ancien. Un pictogramme représentant un serpent, peint en une courbe fluide. À côté, une forme ressemble au chiffre 3, bien qu'elle ne soit pas destinée à être un nombre. D'autres figures apparaissent à proximité, y compris la classique silhouette anthropomorphe des frelons avec de larges épaules, un motif répété sur d'autres sites culturels. Un symbole distinct, en forme de grotte, est peint à plusieurs reprises, et dans une version, une ligne droite s'élève depuis le sommet et se termine en cercle. Alright, so let's break it down. We have the first spiral sun symbol here. You've got some kind of a mark there, but it's really hard to make out what it is. But let's start with this picture. Got the first large sun spiral here. You have a small one here. And then we have a cave, or what looks like a cave. And then coming out of the top of it is a straight line, and it's got a circle, and the line, you know what that looks like? It looks like an atoll. One of those throwing darts that they used to use, stuck into the top of that. Huh. Anyways, let's keep going. And then you have a person, and then you have another spiral sun, and another spiral sun, but then right above it, you have that small cave symbol again. And then over here, we have this symbol here, and I'm just trying to figure it out. Détournant son attention des gravures rupestres, il remarque d'autres pièces taillées dans la falaise. À l'intérieur, des meules restent incrustées dans la roche, leur surface polie par des années d'utilisation. Dans une des chambres, le plafond est noirci par la suie provenant d'anciens feux de cuisson. Les traces de fumée plus marquées dans une autre pièce suggèrent un lieu utilisé pendant la saison froide, lorsque le feu était essentiel pour se réchauffer. Près de la dernière habitation, 2 trous cylindriques ont été percés dans la roche, leur fonction restant incertaine. Ils ont peut-être servi à la préparation de nourriture ou à la fabrication d'outils. Well, that seems to be it for the group in here. So we had a couple of dwellings, livable dwellings, and then a couple of granaries. So
enough to sustain a family. And we're going to head out that way and see if we can find anything else today. Very neat. All right, let's head back. We'll get out through there. Just heading back, and this is the last dwelling right here. And then I noticed down here, you've got these two holes that look almost drilled. Not sure what they would have been used for. Maybe put stuff in there and grind it down. Interesting. And then you've got those, those grinding areas in the stones there too. Les symboles semblaient en suggérer de lever le regard plus haut. Lors d'une précédente expédition, il avait suivi cette idée. En grimpant jusqu'à un sommet voisin, il découvrit deux choses remarquables. Un site funéraire caché, contrairement à tout ce qu'il avait vu auparavant, et un agencement de pierres formant ce qui pourrait être un point d'observation astronomique. Si cela était confirmé, ce serait le premier du genre jamais documenté dans l'histoire des Frissons. Sous cet angle, les pétroglyphes du canyon commencent à prendre sens. Spirales, grottes, figures et lignes formant un registre interconnecté du ciel, des saisons et des croyances spirituelles. Two spirals, perhaps marking the sun's path across the seasons. But this third spiral, this one may be different. It could represent the observatory, the place where they track the sky itself. In the Fremont culture, the cave represents the afterlife, transition, or a portal between worlds. This isn't just a cave, it's a doorway to the underworld, or maybe something beyond. A line rising from the cave, a spirit's path, or maybe a message to look above. And then we have this figure. This figure stands or floats between the cave and the sky. A shaman? Is it a spirit? Or the one who read the signs carved here long before we came? After studying the petroglyph and digging through what little is known about the symbols like these, I started putting the pieces together. Search higher, but where? I decided to climb the nearby mountains, and what I found up there changed everything. A burial site hidden at the summit, a first. But beyond that, an astronomical site built into the stone, a possible observatory, and the first of its kind ever documented. Le sens n'est pas encore complètement dévoilé, mais les éléments s'assemblent suffisamment pour en révéler les grandes lignes. Les Frissons ont peut-être utilisé cet endroit comme partie d'un réseau plus vaste, peut-être comme un lieu pour suivre le soleil, marquer des transitions importantes et enregistrer la relation entre le ciel et la vie humaine. Le chemin du soleil, la forme d'une grotte et la présence d'une figure solitaire sont plus que de l'art. Ce sont des fragments d'une vision du monde dans laquelle la vie, la mort et le cosmos sont liés, et où la roche elle-même servait de support pour un message destiné à traverser les générations. Comme toujours, partagez vos impressions sur cette rencontre.